Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes le 19 janvier. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous avons comme d'habitude une petite demi-heure pour faire le point sur l'actualité de ce jour. Et évidemment, aujourd'hui, nous parlons de la mobilisation contre la réforme des retraites, mais également un petit peu de météo parce qu'il fait froid encore aujourd'hui et c'est un froid qui va s'accentuer, il me semble, sur les prochains jours. De quoi parlons-nous ? Alors, aujourd'hui, nous parlons notamment dans le journal donc, de la mobilisation à la fois à La Roche-sur-Yon, mais également à Fontenay-le-Comte contre la réforme des retraites. Ce sont les deux villes dans lesquelles il y aura des cortèges aujourd'hui avec des défilés. Ce matin, 10h Fontenay, cet après-midi, 14 La Roche-sur-Yon. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'ensemble des principaux syndicats ont décidé de s'unir pour défiler. Nous allons aussi du côté de Mareuil-sur-les-Dissets pour voir comment les habitants et la municipalité gèrent tous les hivers le gonflement du lait. C'est une situation classique. Il n'a pas atteint encore, évidemment, son seuil critique, mais son niveau est observé avec attention et ce, comme chaque hiver. Et puis, dans les chroniques, nous allons retrouver notre rendez-vous presse hebdomadaire et aujourd'hui, nous parlons du programme télé. Alors, il faudrait que je le prête dans le bon sens. Le voilà, le programme télé. Comment travaillent les journalistes de Diverto ? C'est le tout nouveau magazine que vous recevez dans votre Ouest France, par exemple, si vous êtes abonné. Est-ce que ça sert d'ailleurs encore à quelque chose, un magazine télé à l'heure du tout écran ? Eh bien, vous vous doutez bien que si nous posons la question, c'est parce qu'il y a des choses à dire. Avant cela, un petit mot de météo. Et c'est un temps sec dans les terres pour ce jeudi matin, des averses sur le littoral, du froid aussi, -1 dans le bocage, 1 sur la côte, 2 degrés de différence qui peuvent changer beaucoup de choses et notamment sur la route, donc soyez prudents, notamment dans l'est de la Vendée. Le détail des températures, c'est après le journal, vous le savez comme d'habitude. Cet après-midi, des pluies sur tout le département, mais compte tenu des températures, eh bien ces pluies pourront par endroits se transformer en flocons ou en averses de grésil. Ce grésil, il concernerait les 2/3 est de la Vendée, de la neige proprement dite, et même annoncé par certains prévisionnistes dans le bocage sur un secteur qui va des Herbiers à la Châtaigneraie. La mer était au point le plus haut autour de 8h. Elle sera donc logiquement au point le plus bas autour de 8h. On va y arriver. Elle sera donc logiquement à 20h30 ce soir de nouveau basse. Et la pleine mer, c'est entre les deux. Autour de 15h, les coefficients, eux, continuent toujours de grimper. 59,66. Retrouvons maintenant notre relevé hebdomadaire du prix des carburants à la pompe en ce moment en Vendée. Comme tous les jeudis, on regarde où trouver le gasoil le moins cher en ce moment. Eh bien, vous pouvez aller du côté du Poiré-sur-Vie, des Sables-d'Olonne, d'Esnay ou encore de Pouzauges. Voilà pour le premier relevé. Il concerne le gasoil. Pour le 95E10, Esnay, Moutier, Chantonnay, Saint-Jean-de-Mont, je vous laisse le temps de regarder un petit peu les prix qui sont pratiqués en ce moment, en tout cas ceux qui ont été précisés sur le site prix-carburant.gouv.fr et on termine avec le GPL qu'Antoine nous a lancé. Et là, c'est du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles, de Chantonnay et de Chaland que vous pouvez trouver le GPL le plus compétitif, en tout cas pour cette semaine. Et on retrouvera donc la mise à jour de ces prix jeudi prochain. La carte des marchés du jeudi, il s'affiche progressivement à l'écran. On retrouve les Landes-Génusson, on retrouve Saint-Mémin si vous êtes plutôt dans l'est du département et diamétralement opposé, citons Talmont-Saint-Hilaire, les Sables-d'Olonne ou encore Avrier. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Marius aujourd'hui. Bonne fête également au Mario, journée hyper importante car internationale du popcorn. Oui, ça existe et ça illustre quand même assez bien le fait qu'il y a de drôles de célébrations dans ce calendrier. Le soleil se couchera en Vendée aujourd'hui à 17h50. On passe au journal. Et nous commençons ce journal par la mobilisation contre la réforme des retraites. En Vendée, une intersyndicale regroupant CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaire. Cette intersyndicale donc appelle à se rassembler par 2 fois dans la journée en Vendée. La première, c'est ce matin à Fontenay-le-Comte, 10h, place de Verdun. Et la seconde, c'est cet après-midi avec un rendez-vous qui est donné à 14h, place Napoléon, pour allier ensuite le parvis de la gare près de la Bourse du
du travail. Côté perturbation, eh bien, les parents concernés par une absence d'enseignants ont normalement été informés hier. La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne ou encore Challans sont concernés, pour ne citer que les plus grandes villes vendéennes. Des débrayages sont aussi annoncés dans les entreprises, avec certaines usines comme Fleury-Michon à Pouzauges ou la plateforme logistique U à Fontenay-le-Comte. Dans les transports, pas ou peu de TER et de TGV. Des perturbations sur les lignes 1, 2, 3, 4, 6, 7A et 7B du réseau de bus à La Roche-sur-Yon, Impulsion. En revanche, dans un communiqué, Aléop annonce que les cars scolaires et les lignes régulières circulent aujourd'hui normalement en Vendée. C'est une journée pour autant qui reste compliquée, mais pas forcément pour tous. C'est ce qu'a pu en tout cas constater Agathe Poulet dans les rues des Herbiers. Écoutez. Je n'étais pas au courant du tout et après ça va pas m'impacter. Nous on travaille quand même demain et école aussi pour ma fille. Bon, je ferai pas grève. Non, je suis pas concerné par les transports non plus, donc c'est vrai que je suis pas trop inquiet à ce sujet-là. Alors, en termes d'organisation, non, je suis pas concernée. Enfin, je me suis pas renseignée, mais je crois pas qu'ils fassent grève à l'école encore, sinon non. Après, transport, etc., non. Donc non, ça n'a pas d'impact dans mon quotidien. Je vais voir ma clientèle, notamment sur Angers. Et du coup, vous avez... Et donc, je vais être confronté à des grèves sur Angers, j'imagine. Et l'intersyndicale vendéenne doit ensuite se retrouver samedi pour décider de la suite à donner à ce mouvement. C'est une décision qui était attendue depuis plus de 10 ans, depuis 2005 exactement, date de la fin de la pêche à l'anchois décidée par Bruxelles. Saint-Gilles-Croix-de-Vie demandait alors à devenir port de débarque du thon rouge, ce qui lui avait été refusé, d'abord en 2014, puis en 2022. Une situation que les pêcheurs et la ville de Saint-Gilles avaient du mal à comprendre, étant donné que les 2/3 du quota vendéen sont pêchés justement du côté de Saint-Gilles. Ils devaient ensuite aller aux Sables-d'Olonne pour débarquer. Ils devaient, oui, le passé est de mise, car cela va bientôt changer. Le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet, et le député Stéphane Buchou ont rencontré le secrétaire d'État chargé de la mer en début de semaine. Hervé Berville a annoncé cette nouvelle ouverture gillo-crucienne au débarquement du thon rouge. On a plaidé sur le fait qu'il était important de le débarquer chez nous parce que sur les 62 tonnes de quotas de thon rouge pour l'organisation de producteurs de la Vendée, 40 tonnes sont détenues par des pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en fait. Donc il nous paraissait important que les pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie puissent débarquer leur thon chez nous plutôt que d'aller aux Sables-d'Olonne. C'est bon pour le commerce local, c'est bon pour les marins pêcheurs, c'est aussi bon pour la planète parce que ça fait des allers-retours en bateau entre Saint-Gilles et les Sables-d'Olonne, ce qui est extrêmement compliqué. Donc au final, c'était plutôt une solution évidente qui était bien pour tout le monde. Le calendrier est encore à préciser, mais la débarque du thon rouge à Saint-Gilles-Croix-de-Vie devrait être possible au printemps, peut-être même fin février, début mars. Les pluies se sont fait attendre, mais ce début d'année 2023 a permis de recharger un peu les réserves. Les retenues d'eau au niveau des barrages vendéens frôlent un taux de remplissage de 70%. Les fossés sont également pleins par endroits et une vigilance jaune a été émise en début de semaine par la préfecture concernant la Sèvre nantaise. Il n'y a rien d'anormal à tout ceci compte tenu de la saison. Et c'est la même chose un peu plus au sud où on est également habitué à la Vendée et au lait qui gonfle l'hiver. À Mareuil, tout est sous contrôle. Cyril Guillet. Un peu partout sur le département, les cours d'eau et les rivières arrivent à saturation. Un risque de crue qui, il y a quelques jours, a amené la préfecture à placer le lait en vigilance jaune. Ayant déjà subi des inondations en 2014, la municipalité de Mareuil-sur-Lay reste très attentive à ce type de phénomène. On a 4 rivières et des rivières qui parfois, forcément, on débordent un petit peu, avec des zones qui sont particulièrement basses, entre autres la plaine des Sports, ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir assez rapidement, en cas de montée des eaux, des zones assez importantes qui sont entièrement couvertes, entre autres notre salle Omnisport. Cette montée des eaux serait due en partie à l'épisode de sécheresse que nous avons connu en 2022. Mais chaque année, la commune fait face à une ou plusieurs crues hivernales.
Et pour prévenir une montée des eaux trop importante, il existe un indicateur. Vous avez une réglette qui est sous le pont de Mareuil, qui est un peu la réglette historique, puisque c'est un peu là où on sait à peu près à quel niveau on commence à avoir des maisons qui peuvent être impactées. Alors là, en dessous de 6 mètres, il n'y a rien d'impacté. Autour de 6 mètres, il peut y avoir quelques voies qui sont couvertes d'eau. Et puis, il faut monter un peu plus haut pour avoir les premières maisons inondées, 6 mètres 20 des côtes à peu près à ce niveau-là. Oui. Ces derniers jours, le niveau de l'eau a culminé entre 5,79 m et 5,80 m. Si quelques jardins ont les pieds dans l'eau, aucune habitation n'est actuellement menacée. La plupart des cours d'eau, Petit Lay, Grand Lay, sont en décrue. Le Loing aussi. Il y a juste la Smagne qui, elle, a priori, n'a pas encore atteint son pic de crue d'après Vigicru. Mais globalement, on est en décrue et on est à des niveaux qui permettent de ne pas trop s'inquiéter. À ce sujet, la municipalité a programmé un exercice à l'échelle de la commune sur le thème des crues. Au mois de mars prochain, le plan communal de sauvegarde sera activé pour que les habitants puissent acquérir les bons réflexes face à une forte montée des eaux. Et nous allons rester dans le sud Vendée avec le parc naturel régional du Marais Poitevin qui tenait hier soir son assemblée générale. C'était à Courson-d'Aunis en Charente-Maritime. L'occasion de réunir tous les acteurs du site qui, pour mémoire, ne se cantonnent pas à la Vendée. Le Marais Poitevin concerne aussi les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Les projets pour 2023 ont été largement abordés au cours de cette soirée. Met en œuvre des moyens concrets. En premier lieu sur la biodiversité, je disais que c'était notre axe prioritaire. On a également tout ce qui concerne l'agriculture, l'aide à l'élevage, le maintien des prairies, l'entretien des communaux, la pose de barbelés, de barrières, etc., etc. On a donc l'enjeu climatique qui chapeaute un peu l'ensemble de nos actions et où on va finaliser un dossier donc, pour obtenir des moyens conséquents de l'Europe par un LIFE gouvernance climat. Et puis également les actions donc, d'accompagnement des communes sur des enjeux de renaturation qui permettent de désimperméabiliser des cours d'école, des places centrales, etc. et de retrouver de la végétation au plein cœur des bourgs et des communes. Nous avons commencé à en parler hier matin. Les 16e de finale de la Coupe de France vont se jouer à guichet fermé samedi aux Herbiers. Tous les billets pour la rencontre ont été très rapidement vendus mardi soir. Les billets pour les adultes, en tout cas. Des supporters prévus donc en nombre ce week-end au stade Massabielle pour soutenir le VHF face à Reims qui évolue en Ligue 1. Des supporters qui étaient déjà bien dans l'ambiance comme a pu le constater au retrait des places Alexandre Lenaour. Il y avait foule à la billetterie du stade Massabielle. À 4 jours du match contre le stade de Reims, ils étaient déjà une petite centaine à patienter sous la pluie pour récupérer dès 18h le précieux sésame. Depuis une semaine, j'attendais, je regardais quand est-ce qu'ils allaient vendre les tickets, la permanence. Donc j'étais plutôt impatient, ouais, en effet. Ouais. Là je suis arrivé peut-être 5 minutes avant. Et une petite attente de 10-15 minutes et voilà, j'ai les 3 places que je voulais. Je ne pensais pas voir autant de monde, mais voilà, ça y est, on l'a. Les places mises en vente hier pour le grand public ne concernaient que les pourtours du stade. Les 200 abonnés du club ont eux pu récupérer leur ticket lundi soir. La tribune du stade d'une capacité de 780 places leur étant réservée ainsi qu'aux partenaires. On avait cette volonté de rester au stade Massabielle aux Herbiers pour préserver l'identité de la ville et l'identité du club aussi. Donc voilà, on a fait un choix qui va faire que le stade sera plein et voilà, on espère qu'il y aura de l'ambiance en fait. Forcément qu'on est quand même sur une montée en puissance au niveau de la Coupe de France. On connaît un petit peu ce qui s'est passé les années précédentes, donc on va dire que les Herbiers c'est aussi un club de Coupe de France. Et en effet, Massabielle sera plein à craquer samedi. Les 4000 billets adultes plein tarif ont déjà trouvé preneur. La seconde vente initialement prévue ce mercredi soir a donc été annulée. Il faudra donner de la voix pour espérer créer la surprise face au 11e de Ligue 1 qui reste sur 12 matchs sans défaite. Mais les supporters, eux, croient à l'exploit. Tout est possible, ouais. Sur un match, tout est possible. Oui, ils l'ont déjà fait. Bien sûr que c'est possible. Les Herbiers vont gagner combien 2-0. 2-0, bon. Ouais, 1-0 déjà, ça sera très bien pour la qualif. Il faut y croire, c'est un beau challenge, surtout que l'équipe tourne très bien en championnat. Donc tout est permis, je pense. Je dirais Reims pour 2 cœurs, mais la Coupe de France est bien faite, donc on verra bien. 2-1 pour les Herbiers. On espère être gagnant quand même.
Ça va être compliqué. En vrai, ça va être compliqué, mais bon, c'est la Coupe de France, on sait pas. Peut-être qu'avec un peu de chance, ou sur une séance de tir au but, on sait jamais. Ouais. Réponse samedi à 18h pour des herbiers qui aimeraient se rappeler aux bons souvenirs de leur parcours en 2018, parcours qui les avait vus atteindre la finale de la compétition et le Stade de France. Et puis c'est le moment d'ouvrir grand vos oreilles, car voici peut-être le secret de la longévité. À 112 ans, la Vendéenne Marie-Rose Tessier serait devenue cette semaine la doyenne des Français. Elle était déjà la doyenne des Vendéens et des Ligériens. Marie-Rose est née à Beaurepaire en 1910, elle a grandi aux Herbiers, elle est aujourd'hui en EHPAD au Sable d'Olonne. Ce titre de doyenne des Français a été un petit peu une surprise et surtout synonyme d'une notoriété pas vraiment attendue qui a valu hier à Marie-Rose une journée bien chargée. Parmi toutes les sollicitations, Grégoire de Châtillon, à qui elle a confié son relatif détachement par rapport à la situation. Écoutez. Bien égal. Du moment que je suis en bonne santé, c'est le principal. Doyenne ou pas doyenne. Je bois du vin avec de l'eau tous les jours. Oui, mais pas de champagne. Pas de champagne. Il est trop cher. Il y en a qui fument de trop, il y en a qui boivent de trop, il y a un tas de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les prévisions météo détaillées de ce début de jeudi. Et je vous propose de garder le bonnet élégant à portée de main ce matin. Il fait froid en Vendée, des pluies qui sont annoncées aussi sur le littoral, des gelées dans les terres et donc des températures négatives au réveil. Et ça devrait se prolonger un petit peu. Un bon quart nord-est vendéen concerné par ce moins 1 degré. Ce qui vaut aussi l'annonce de quelques flocons possible, mais plutôt pour cet après-midi. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, je vous propose un plus info sportif, les coulisses du programme télé Diverto et un aperçu du dernier Planète Bleue, votre magazine de la mer. Un plus info sportif donc en ce jeudi. Les athlètes ayant brillé à l'international en 2022 ont été mis à l'honneur ces dernières semaines. C'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur toutes ces disciplines dont on parle peu. Le trial, le demi-fond ou encore la savate boxe française. Leur point commun à tous, ces disciplines sont pratiquées en Vendée. On se rend pas compte, mine de rien, il y a quand même pas mal de sportifs dans tous les sports, il y a des sports même que je ne connaissais pas et il y avait quand même de la pointure, des personnes qui ont fait des Jeux paralympiques, donc on a envie de suivre leur chemin et de travailler pour. Je pensais pas qu'on était si nombreux. Alors, je suis contente d'avoir un département qui nous soutient de cette manière-là et ça fait plaisir d'être félicité ce soir-là. C'est chouette en fait, je trouve que cette dynamique elle est importante, ça nous permet de nous... là, ce genre de manifestation, ça nous permet de nous connaître peut-être un peu mieux. Parce que finalement, on est très dans nos sports. Il y a pas mal d'activités qu'on ne connaît pas forcément et ça permet aussi de mettre de sports qui ne sont pas forcément toujours connus, vraiment au goût du jour et puis d'en faire parler davantage autour de nous. On les voit parfois à la télé, je pense au triathlon ou d'autres disciplines, je ne veux pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de côtoyer des grands champions de d'autres disciplines. On n'a pas forcément le temps de discuter, mais c'est toujours une fierté. En tout cas, le sport en Vendée est dynamique. Oui, les Jeux Olympiques, c'est jouable. J'ai encore beaucoup de temps, mais c'est jouable. On voit que la Vendée est très très bien représentée au niveau sportif et on espère avoir le plus de participants aux Jeux Olympiques. On voit qu'on se rapproche des Jeux au fur et à mesure. Donc non, c'est vraiment l'objectif et on y est tout proche. On donne tout pour réussir et quoi qu'il arrive, l'histoire aura été magnifique, même si on espère au bout avoir les Jeux. Il faut aller le plus loin possible, on veut aller chercher ça, s'entraîner dur pour atteindre nos objectifs et atteindre nos rêves aussi de Jeux. Moi, je pense un peu moins aux JO, étant donné que ma discipline n'est pas olympique.
mais ça n'enlève rien en sa beauté. Moi, je regarde l'année prochaine pour les championnats du monde qui ont lieu en Écosse et qui va regrouper toutes les disciplines du vélo. Et ça va être un événement exceptionnel et ce sera la première fois que toutes les disciplines vont se rencontrer au même moment en août. Le championnat d'Europe était ma dernière compétition sportive, voilà. Alors après, voilà, au niveau du vélo, donc je suis directeur sportif du team LMP. Pour moi, en tout cas, sportivement, c'est fini. Mais voilà, je rends, on va dire, au vélo ce que le vélo m'a donné. Ça donne envie. Alors moi, j'aurais pas les JO 2024 parce que ma discipline n'y est pas. Par contre, je compte bien performer pour pouvoir continuer et essayer de justement décrocher, pourquoi pas, les championnats du monde dans 2 ans. Donc c'est le but, quoi. Forcément, on a envie d'y retourner pour avoir cette première place. Et c'est l'occasion de rappeler que la flamme olympique va passer en Vendée en amont des JO 2024. Son parcours, qui n'est pas encore défini, doit néanmoins passer par le Puy du Fou et par le Gois. Et cette flamme terminera sa traversée du département aux Sables-d'Olonne. On parle presse maintenant. Alors vous le savez, régulièrement, tous les jours quasiment, je vous dis, on va ouvrir le programme télé pour essayer de savoir ce qui se passe sur TV Vendée. Eh bien aujourd'hui, on va vraiment l'ouvrir, le programme télé. Il s'appelle Diverto et c'est donc ce que vous pouvez trouver si vous êtes notamment abonné à Ouest France, puisque c'est le programme télé qui est distribué par la presse quotidienne régionale. Il est nouveau, sa rédactrice en chef, elle s'appelle Roxane Santola et ça a été l'occasion de lui passer un petit coup de fil pour essayer de comprendre à quoi ça ressemble en 2023, un nouveau programme télé. Déjà, en termes d'approche, on est vraiment centré sur les contenus. Donc, on se positionne vraiment comme un guide. On vient faire des recommandations de programmes, d'émissions, de séries à regarder. On a décidé dans Diverto de mettre en fait les plateformes à la même hauteur que la télé linéaire. Donc, un des gros changements, ça va être de retrouver notamment les plateformes au sein de la grille télé. L'idée, c'est de marquer le rendez-vous, en fait, et de pouvoir prévenir nos lecteurs que quand il y a un nouvel épisode, par exemple, de Mandalorian qui sort sur Disney+, le jour de sa sortie, il retrouvera le rendez-vous. Ou s'il y a un match de Ligue 1 sur Prime Video, il saura à quel jour est son match de Ligue 1 en direct sur une plateforme, de la même façon qu'il saura à quelle heure est son Prime sur TF1 ou sur M6. On a décidé de consacrer 2 pages au sein du magazine notamment, consacrées aux régions et aux programmes qui mettent en valeur nos régions, dans lesquels du coup en effet on va venir pousser des contenus de nos télés locales. En fait, je suis en lien avec toutes les rédactions locales qui m'informent en fait en amont des documentaires, des reportages, des émissions qui peuvent avoir, des invités spéciaux pour pouvoir bien mettre en avant et apporter aussi ce rendez-vous-là à nos lecteurs au sein des pages de Diverto. On n'est pas tout le temps devant la télé, c'est beaucoup ce que beaucoup me disent, mais en effet, on est devant des écrans pour en effet regarder ce qui se fait, que ce soit en effet sur TF1 ou sur Netflix ou même du coup sur TikTok ou sur Twitch. On essaie vraiment d'aller sur tout type de plateforme et sur tout type d'écran parce qu'on sait qu'aujourd'hui les usages, il y a beaucoup de gens qui regardent en fait des contenus sur leur téléphone, sur leur tablette, dans les transports, donc pas forcément dans son canapé devant sa télé. Donc on prend tout ça en considération pour pouvoir guider nos lecteurs. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup de choses. Et donc vous voyez que journaliste pour la presse télé, ce n'est pas que regarder la télé. Nous concernant, je vous propose de jeter maintenant un œil à ce qui nous attend justement sur TV Vendée. Et c'est Planète Bleue qui entame 2023 sur une rétrospective. Les derniers mois ont été chargés en actu liés à la mer, près du gasoil, première éolienne offshore ou encore route du Rhum. Regardez l'extrait. Ma Planète Bleue vous propose de se replonger dans 4 grandes actualités maritimes qui ont fait l'année 2022. Et on commence en février avec le One Ocean Summit qui a eu lieu à Brest. Cette première mondiale a réuni 500 experts et plus de 100 pays. Une trentaine de chefs d'État se sont engagés à protéger la haute mer et lutter contre la pollution plastique. Un traité aurait dû voir le jour en 2022, mais il est toujours
en cours de négociation. En mars, c'est l'envolée des prix du gasoil qui inquiète le monde de la pêche. Face à des prix au litre qui ont doublé, voire triplé, certains pêcheurs préfèrent même rester à quai. À Lorient, le port a été bloqué pendant plus d'une semaine. Finalement, l'État annoncera une remise de 35 centimes par litre, de quoi calmer un peu les esprits. En avril, tous les regards étaient tournés vers Saint-Nazaire avec l'installation de la première éolienne posée en mer de France. Elle a été rejointe tout au long de l'année par 79 éoliennes, avec une mise en service du parc éolien de Saint-Nazaire qui a eu lieu à l'automne 2022. Enfin, on termine bien sûr avec la Route du Rhum. La grande course transatlantique était de retour en 2022. Une édition de tous les records. Celui d'abord du nombre de skippers dans une course avec 138 marins sur la ligne de départ. Et record aussi de la plus courte traversée. Charles Caudrelier a en effet mis 6 jours, 19h, 47 minutes et 5 secondes pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Avant de se quitter pour le jeu, je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain midi pour me dire quelle est la particularité de la campagne de recrutement des futurs saisonniers du Puy du Fou. On pourrait appeler ça de la gamification ou de la ludification en bon français. C'était l'indice du jour. C'est le Cinéville, le partenaire, pour repartir avec 2 places pour aller voir le film de votre choix. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain pour la dernière ligne droite en direct. D'ici là, très bon jeudi et à demain!